Thomas Guénolé, le politiste classé à gauche, projette de débattre avec Alain Soral sur la chaîne de l'idéologue d'extrême droite vendredi 28 août pour parler des thèses antisémites d'Alain Soral. Thomas Guénolé se justifie, il ne suffit pas de condamner moralement et judiciairement, il faut surtout démontrer que ces thèses sont fausses devant son propre public, écrit-il. Bonne ou mauvaise stratégie, cela participe-t-il à lutter contre les idées d'extrême droite ou au contraire à les légitimer? De quoi Alain Soral est-il le nom et quelles sont les idées qu'il propage? On en parle avec Philippe Corcuff, c'est l'entretien d'actu. Bonjour Monsieur Corcuff. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de sciences politiques. Vous vous définissez comme libertaire et vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la politique et notamment ceux que j'ai notés. En 2021, La Grande Confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées. Et le second paru en 2015, celui que j'ai avec moi, Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard, livre dans lequel vous avez analysé le parcours et l'idéologie d'Alain Soral. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler notamment d'Alain Soral, rappelons-le, qui est un idéologue d'extrême droite multicondamné et notamment dernièrement en 2025 pour provocation à la haine raciale et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation après avoir appelé à prendre les armes contre les Juifs. Soral se définit lui-même comme un national-socialiste français. Ma première question à vous, Monsieur Corcuff, du coup, peut-on vraiment débattre avec un antisémite de son antisémitisme? Est-ce que ça a vraiment un intérêt ou est-ce qu'au contraire, d'après vous, ça participe à légitimer sa pensée? Je crains que ça ne participe à ce que j'ai appelé dans la grande confusion le confusionnisme, c'est-à-dire que de rapprochements de plus en plus forts entre des thèmes, des postures, des personnalités de gauche, de droite et d'extrême droite. On vient par exemple, comme exemple dans l'actualité, on vient d'apprendre que Bolloré a racheté les parts principales de la revue Le Front Populaire de Michel Onfray, oui, que j'ai connu militant anarchiste dans la gauche radicale française. Vous voyez, c'est ça le confusionnisme. Bon. Alors, qu'un politiste de gauche comme Thomas Guénolé accepte de débattre avec une frange, disons, la plus radicale de l'extrême droite, puisque lui-même, vous l'avez rappelé, se définit comme national-socialiste français, est donc une façon de donner de la légitimité à ces thèses. On est non pas du côté de l'extrême droite institutionnelle avec le Rassemblement national, mais on est vraiment, disons, aux franges les plus radicales de l'extrême droite. Donc c'est donner une crédibilité, et d'autant plus que Thomas Guénolé, bien qu'il n'ait pas fait de carrière académique, mais qu'il ait surtout une position médiatique, a une thèse de sciences politiques quand même, et donc va accorder de la crédibilité intellectuelle via sa thèse à quelqu'un comme Alain Soral qui se présente comme un intellectuel, mais qui, dans la construction intellectuelle, est proche du degré zéro. Et donc c'est donner de la légitimité de gauche et après donner de la légitimité intellectuelle à Soral. Et donc c'est une double faute qui ne risque, disons, de développer ce que j'appelle le confusionnisme. Alors, vous avez raison sur la frange radicale. D'ailleurs, je voulais préciser que pour avoir beaucoup suivi les procès de terrorisme d'extrême droite, Alain Soral est souvent l'une des personnalités qui incite les jeunes à s'engager, qui se radicalisent à l'ultra-droite, comme on dit, comme les policiers disent. Et effectivement, Alain Soral est souvent dans le parcours de radicalisation des jeunes qui sont condamnés pour du terrorisme d'extrême droite. Mais refuser le débat, est-ce que c'est pas aussi nourrir la victimisation dont Alain Soral est quand même aussi... c'est quand même une grande spécialité de dire que le système est contre lui et qu'il en est victime de toutes parts. Il ne s'agit pas de refuser tout débat avec des idéologues d'extrême droite ultra-conservateurs. Moi, à la sortie de mon livre « La Grande Confusion » en 2021, j'avais accepté pour un site internet de
de faire un débat contradictoire avec la journaliste ultra-conservatrice Eugénie Bastier, et pour l'Express, un débat avec un autre idéologue, Mathieu Bock-Côté, hein. Donc, à partir du moment où un certain nombre d'idées sont très présentes, et par exemple aujourd'hui le Rassemblement national est devenu malheureusement le premier parti de France, il est difficile, disons, d'éviter le débat et de faire comme on pouvait le faire avant, la question qui se posait dans les années 80, de ne pas débattre avec l'extrême droite. Là, on est dans un autre cas, on est dans une forme extrême qui a eu une certaine importance, disons, dans les années 2010, mais qui plutôt, disons, dans la galaxie radicale d'extrême droite est plutôt en perte de vitesse, hein. Il s'est d'abord exilé en Suisse, aujourd'hui il est exilé en Russie. Il avait été beaucoup condamné. Beaucoup de gens qui l'ont suivi ont pris une plus grande ampleur sur Internet, comme Papacito et d'autres, hein, sous un autre modèle. Il est Donc, le marchepied d'une il ne s'agit pas grande part de la radicalité. de redonner de la crédibilité à quelqu'un qui est plutôt en perte de vitesse, qui est dans des phrases radicales, et de lui donner une double crédibilité. C'est-à-dire qu'on peut sérieusement à gauche discuter avec lui et qu'un universitaire peut discuter sérieusement avec lui. Là, c'est d'une certaine façon le faire remonter. C'est lui redonner une visibilité. Pourtant, Thomas Guénolé dit qu'il veut convaincre le public d'Alain Soral. C'est possible, ça ? C'est jamais impossible de convaincre tel ou tel public, mais il faut faire attention dans quelles conditions, dans quelle mesure un échange sur Internet peut vraiment permettre d'échanger des arguments. Est-ce que la dimension spectacle ne va pas jouer un plus grand rôle? Est-ce que ceux qui vont écouter cette chaîne d'extrême droite ne vont pas être surtout des gens davantage enracinés, donc où on a plus d'inertie, on a moins de chances de les faire bouger? Ce que je crains, c'est que d'une certaine façon, quelqu'un qui a une thèse de sciences politiques comme Thomas Guénolé, mais qui n'avait pas fait de carrière académique, qui a fait une carrière médiatique, hein, est lui aussi en perte de vitesse. Et il va débattre avec quelqu'un qui est en perte de vitesse à l'extrême droite, comme si d'une certaine façon, pour chacun, ça permettait de remonter à la surface médiatique. Tout ça, c'est assez médiocre, hein. Oui, donc il y a une forme d'entraide, entre guillemets, ou entre 10 guillemets peut-être, mais sur la question de la popularité, quelque part. Ça reste un coup médiatique, en fait. En faisant un buzz, on fait remonter à la fois Soral, qui n'avait pas besoin de ça, hein. On est dans une phase où le Rassemblement national peut gagner les prochaines élections présidentielles, donc on est à un moment grave. Donc faire remonter une frange radicale à ce moment-là, c'est particulièrement stupide de la part de Guénolé, mais on comprend que lui-même veuille, grâce à Soral, se faire remonter. Alors, pour aller un peu plus loin dans qui est Alain Soral et quelle est son idéologie, est-ce que vous pourriez nous donner des éléments de compréhension sur l'orientation d'Alain Soral? Comment on reconnaît du Soral dans le texte, si je puis dire? Il y a plusieurs caractéristiques, hein, à Soral. Tout d'abord, ça n'a jamais été complètement vérifié, mais il dit qu'il a passé 7 ans dans les années 90 au Parti communiste. Bon. Donc il y a cette idée d'ancrage à gauche. Et puis, il a été membre du comité central du Front National, hein, entre 2007 et 2009, à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Mais il s'est éloigné du Rassemblement national avec l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, hein. En 2007, il crée le site et le mouvement Égalité et Réconciliation, hein, gauche du travail, droite des valeurs. Donc, avec ce travail typiquement confusionniste d'associer des références de gauche et des références d'extrême droite. C'est sa grande spécialité. Comment ? C'est sa grande spécialité de faire ce lien. C'est un des premiers qui a fait systématiquement, explicitement, ce lien entre des références de gauche et des références d'extrême droite. Bon. Deuxièmement, sa particularité à l'extrême droite, c'est
l'antisémitisme. Euh, on a une extrême droite de type Éric Zemmour qui est plutôt sur l'islamophobie, et on a avec Soral un pôle qui est plutôt sur l'antisémitisme. Les deux se ressemblent beaucoup d'ailleurs. J'ai essayé de montrer comment c'était très proche dans le contenu, dans les méthodes, etc., dans la grande confusion, mais en même temps, il y a ces deux éléments un peu différents qui est le racisme plutôt du côté de l'islamophobie pour Zemmour et du côté de l'antisémitisme pour Soral. Et dans ce cadre, Soral a été un des premiers à faire appel à ce qu'il a appelé les musulmans patriotes. Et donc il y a eu explicitement un appel du côté de personnes de culture musulmane sur la base de l'extrême droite. C'est ça qui a créé, disons, notamment une des axes du conflit avec Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen a essayé, et finalement, elle a peu à peu réussi à essayer de se débarrasser des origines antisémites du Rassemblement national, en tout cas médiatiquement, en se faisant passer même pour quelqu'un qui lutterait contre l'antisémitisme. Mm-hmm. Alors que Soral a depuis longtemps été explicitement antisémite et par contre a plutôt combattu l'islamophobie, a pris des positions qu'il a définies avec Dieudonné comme antisionistes. Pendant très longtemps, jusque sans doute le 7 octobre, sur Internet, le référent antisioniste majoritairement n'était pas occupé par des personnes de gauche, mais par le pôle d'extrême droite Dieudonné Soral. Hein. C'est après le 7 octobre que sans doute les usages de gauche du mot antisioniste sont devenus plus importantes, mais jusqu'à ce moment-là, c'est plutôt occupé par des formes d'extrême droite. C'est le soutien de Soral et Dieudonné au Hamas, au Hezbollah, etc. Hein. Donc il y a cette particularité chez Soral. Alors, pour bien se comprendre de la façon dont, et qui rend un peu compte aussi de son admiration pour Vladimir Poutine et le fait qu'il soit en Russie aujourd'hui, j'avais analysé dans la grande confusion un passage qui peut être significatif pour vous. C'était une émission sur le site d'égalité et réconciliation. À l'époque, c'était disponible le 15 juin 2014. Et Soral commentait un interview qui avait été effectué par le journaliste Jean-Pierre Elkabbach avec le président russe Vladimir Poutine. Interview qui avait été diffusée sur Europe 1 et sur TF1. Bon. Et voilà ce que ça donne une impression. Voilà ce que disait Soral. Et puis on a vu le petit Elkabbach, là c'est mon analyse un peu plus racialo-communautaire, hein, c'est Soral qui parle, qui est finalement le petit sémite séfarade, se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui présente encore, je dirais, la virilité aryenne d'une certaine manière, même si elle est slave, vous voyez. Mais là, c'est la juste hiérarchie traditionnelle. Quand Poutine ouvre sa gueule, Elkabbach la ferme. Et c'est comme ça que doivent se conçoivent un monde qui fonctionne bien. Parce qu'il y en a qui incarnent l'autorité légitime et la virilité, et l'autre qui incarne ce qui devrait être la place qu'il aurait dû garder depuis toujours, c'est-à-dire une place d'intermédiaire et de courtisan, au mieux de diplomate, comme du temps où la France était la France, pour ceux qui comprennent bien de quoi je veux parler. Ce qui est intéressant et significatif dans ce passage, c'est que l'antisémitisme soralien, qui est tout à fait positivement en phase avec le racisme nazi, hein, il valorise la virilité aryenne, est encastré à la fois dans le sexisme et dans l'homophobie. Hein. On va associer la judéité à la féminité, presque. Au féminin, et Elkabbach va être d'une certaine façon présenté comme une femme en présentant la façon dont on présente habituellement, disons, les homosexuels, hein, comme une femme, qui vise Elkabbach. D'ailleurs, c'est ce que dit dans d'autres textes Alain Soral, où quand il parle des homosexuels, il parle des invertis. Bon, c'est une forme ancienne de l'homophobie, qui doit être un des rares à utiliser encore aujourd'hui.
En mars 2019, j'avais fait le compte, c'était encore sur Internet, il était sur le site de Soral et sur YouTube à l'époque. La vidéo avait quand même fait plus de 750 000 vues. Hein. Ouais. Bon. Donc c'était assez important encore, disons, dans ces années 2010. Hein. Bon. Et on voit bien là une particularité, hein, antisémitisme, sexisme, homophobie. Presque On trouve des masculinisme, choses en fait. similaires chez Zemmour, mais on a sexisme, homophobie et islamophobie. Hein. Mais dans cette définition du virilisme, il permet aussi une porte ouverte vers ce qu'on appelle aujourd'hui le masculinisme, en fait, vers la problématique masculiniste. Et d'ailleurs, c'est même comme ça qu'il commence, puisque ses premiers ouvrages, c'est des livres sur la drague de rue. Il y a presque quelque chose d'ancien chez lui sur cette question. Oui, avec Zemmour, toujours, c'est un des pionniers, en fait, du masculinisme dans le débat public. Parce que Zemmour, lui aussi, a commencé par un livre, disons, sexiste. Et lui, avec son livre sur la drague, et puis la répétition dans ses vidéos, la question de la virilité est importante. Et le lien entre le virilisme, disons, et une référence fasciste, hein, qui est très fortement marquée là dans cette vidéo, hein, de 2014. Alors, ce que je trouve aussi intéressant, je voulais partager ça avec vous, c'est dans cette logique masculiniste, homophobe, mais à la fois défendant le musulman patriote et donc essayant un rapprochement avec la communauté musulmane française. Il va développer des liens avec ce que vous appelez, vous, le néoconservatisme. Alors, après, je vais vous dire un peu ce que j'avais analysé, mais je voulais que vous me donniez une définition de ce qu'est le néoconservatisme. Et j'avais vu ça avec le rapprochement avec Farida Belgoul. C'est une figure du mouvement antiraciste en France dans les années 80 qui bascule, elle, progressivement dans les années 2010. En 2013, elle se rapproche de la Manif pour tous. Elle se mobilise notamment contre l'ABC de l'égalité en initiant les journées de retrait de l'école. Elle accuse le gouvernement socialiste de répandre l'homosexualité dans les écoles. Donc on est dans la logique homophobe. Et d'instaurer des cours de masturbation dès la maternelle. Évidemment, c'est un grossier fake, mais ça fait reculer le gouvernement. Et Farida Belgoul, elle est relayée par Dieudonné à l'époque. Elle se rapproche beaucoup de Soral. Elle est assez suivie dans les quartiers populaires, notamment par une partie de la population, par les musulmans français. Et elle participe, elle a drainé ce que Soral draine aussi, c'est-à-dire une population d'origine immigrée vers l'extrême droite. Donc, il les entraîne vers l'extrême droite, alors qu'ils en sont par ailleurs victimes aussi. Et ça se passe par le néoconservatisme. Est-ce que vous pensez que cette notion justement de néoconservatisme est un trait d'union que certains idéologues ont pu faire entre l'extrême droite là, et des populations d'origine immigrée? Oui, alors aujourd'hui je parle plutôt d'ultra-conservatisme. J'avais utilisé le mot néoconservatisme en 2014, et à partir de 2021 j'ai utilisé ultra-conservatisme parce que le mot néoconservatisme a une signification en sciences politiques qui renvoie notamment à la période, disons, des présidents américains, des deux présidents Bush, qui renvoyait aussi à un type d'intervention sur la scène internationale. Et donc j'ai préféré utiliser ce terme d'ultra-conservatisme qui est, disons, une transformation du conservatisme et qui va, dans sa galaxie, associer le nationalisme, des formes de racisme différentes, le racisme anti-migrant, l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie et le sexisme, et qui va construire des liens entre toutes ces dimensions. Le cas de Soral est clair, lui aussi a défendu la Manif pour tous, hein, parce que c'était une autre de ses particularités par rapport à Éric Zemmour. C'est pas simplement antisémitisme et islamophobie, c'est que il a défendu souvent son identité catholique plutôt intégriste. Et il a défendu aussi les identités religieuses musulmanes. Alors que pendant longtemps, ça s'est un peu déplacé depuis un certain temps, mais pendant longtemps, Zemmour a défendu la laïcité contre les musulmans. Hein.
Donc c'était, disons en tout cas, une stratégie un peu différente à l'extrême droite. Bon. Donc, et il a eu un certain écho. Mon collègue Awes Seniger, qui est un des spécialistes de l'islamophobie, avait mis en évidence comment il y a eu des liaisons dans les années 2000 entre des gens issus des frères musulmans et la galaxie Soral. Ça a existé, Dieudonné. Bon. Et le sociologue Éric Marlière avait fait un papier intéressant il y a quelques années pour mettre en évidence comment il y avait eu un attrait pour Soral à un moment donné chez des militants des quartiers populaires qui étaient plutôt à gauche, mais qui ont eu cet attrait pour Soral à travers, disons, cet appel aux musulmans patriotes et cette lutte contre l'islamophobie. Bon. Il y a aussi la question de l'anticapitalisme et des références de gauche un peu plus fondamentales, je veux dire, dans les idées de gauche. Soral est-il un vrai anticapitaliste? Oui, non. Comment est-ce qu'il se définit par rapport... parce qu'il est très... il développe beaucoup d'idées de complotisme. Et par conséquent... le mondialisme, etc., vont nourrir aussi ces grandes diatribes complotistes. Mais il emprunte à des idéologues comme Marx, comme Proudhon. Comment est-ce qu'il arrive à mêler, en fait, ces choses? Comment est-ce que ça fonctionne, ce mélange? Alors, il est intervenu au moment où il y avait, disons... la réémergence, disons, après les années 80 très néolibérales, la réémergence dans la deuxième moitié des années 90, puis la création de l'association Attaque, etc., la réémergence d'une critique du capitalisme, du mouvement altermondialiste, etc. Et il a essayé d'occuper un espace dans ce cadre. Bon. En sachant que déjà les fascistes italiens ou les nazis avaient des composantes critiques vis-à-vis du capitalisme. Il y avait cette dimension nationale socialiste et il y avait l'opposition entre le nationalisme, disons, et le capitalisme. Alors Soral va un peu plus loin parce que c'est vrai, il fait des références à des auteurs. En général, il faut faire attention avec Soral, c'est qu'il dit qu'il a lu Marx, Proudhon, etc. Mais ce qu'il en dit montre qu'il n'a pas dû les lire sérieusement, ou il n'a même pas du tout les lus. Donc, il y a la référence à la critique du capitalisme, mais le contenu y est peu. C'est très Sur superficiel. Marx, il est d'ailleurs ambivalent en fonction de ses textes. Comme il est antisémite, ce qui le gêne chez Marx, c'est qu'il soit juif. Et donc, il dit que c'est ça contamine, disons, sa critique du capitalisme. Donc, ça revient sans arrêt, ce caractère intéressant chez Marx, mais hybride à cause de sa judéité. Bon. Et ce qui l'attire plus, c'est l'idée que quand des choses posent problème, le négatif dans la société, c'est lié à des manipulations cachées. Et donc, c'est la vision conspirationniste. Et donc, c'est la manipulation cachée de personnes et de groupes. Et donc, c'est le contraire de la critique par Proudhon, par Marx, par Bakounine, etc., de la critique du capitalisme comme un ensemble de contraintes structurelles qui pèsent sur les individus, qui ne sont pas manipulés par des personnes, mais qui sont au contraire des contraintes structurelles qui s'imposent aux personnes. Et donc c'est une voie de la critique sociale qui est radicalement différente de la critique classique du capitalisme. Bon. Cette vision conspirationniste. Mais comme la culture de gauche marxienne, anarchiste, etc., c'est un peu délité, disons, à partir des années 90 en France, ça a pu passer sur Internet comme quelque chose qui ressemblait à la critique marxienne ou libertaire du capitalisme. Ça ressemblait, mais avec, disons, en fait, cet appareillage conspirationniste. Voilà. Le conspirationnisme, c'est aussi un des moteurs rhétoriques de ce que j'appelle le confusionnisme, parce que ça permet de faire des liens entre des gens de gauche et des gens de droite et des gens d'extrême droite.
Alors justement, ces liens, ils existent aussi parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui mettent en avant des idées, des pentes glissantes, que moi j'appelle des pentes glissantes, mais qui en gros vont nous amener d'une manière ou d'une autre à aller au moins valider ou commencer à frôler des idées proches de l'extrême droite, des idées radicales de ce côté-là du champ politique. Quelles sont ces idées? Vous avez parlé de Michéa, dans votre livre Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard. J'avais lu que vous aviez critiqué pas mal de positions qui peuvent être un peu ambivalentes. Chez Ruffin aussi, si je ne dis pas de bêtises, parce que je l'ai vu dans votre livre. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous donner peut-être une liste un peu d'idées qui sont, d'après vous, c'est des pentes glissantes qui sont dangereuses et qui peuvent mener à la confusion? Il y a un certain nombre d'auteurs qui viennent de la gauche, comme le philosophe Jean-Claude Michéa, ou, disons, l'essayiste, parce qu'il se présente comme géographe, mais il n'est pas reconnu comme tel par les géographes universitaires, Christophe Guilluy, qui sont des auteurs très cités, qui viennent de la gauche et qui sont très cités par l'extrême droite, notamment par Soral et par Zemmour, les deux d'ailleurs. Hein. Bon. Alors, Michéa, c'est qu'il a construit l'idée qu'il y aurait une unité du libéralisme. C'est-à-dire d'un côté le libéralisme politique qui reconnaît des droits individuels et collectifs, et le libéralisme économique qui développe, disons, la primauté du marché. Ce sont deux choses assez différentes, hein, le fait de reconnaître des droits individuels et collectifs, et le fait de considérer que le marché doit être le régulateur principal dans la société. Bon. Mais Michéa va faire cette idée en nécessairement libéralisme politique et libéralisme économique sont liés. D'accord. Ce qui va permettre, disons, de considérer que reconnaître le mariage homosexuel, c'est aller dans le sens du marché. Et ça a créé ce passage réactionnaire, disons, de gens de gauche vers l'extrême droite avec Michéa. Si on prend Christophe Guilluy, disons cet essayiste de ce qu'il a appelé la France périphérique, son thème, qui va à l'encontre de beaucoup d'analyses plus complexes du territoire français, c'est que d'un côté, il y a 60% de la population qui sont les plus démunis, qui sont ceux qui vivent dans le monde périurbain et rural, et qui sont plutôt blancs. Et puis, il y a une alliance entre les centres-villes des grandes villes, qui sont occupés par ce qui est appelé des bobos de gauche, et qui sont en alliance avec les migrants des quartiers populaires. Là, ça fait 40%. Et donc, ce schéma de Christophe Guilluy a beaucoup servi aussi, disons, à l'extrême droite, chez Soral et chez Zemmour. Bon. Et ce sont deux auteurs, effectivement, qui viennent de la gauche, qui d'ailleurs, quand on leur pose la question, vont toujours se dire qu'ils sont plutôt de gauche, se situent plutôt dans cette galaxie, disons, mais qui ont servi beaucoup de carburant idéologique à l'extrême droite. Hein. Alors, il y a une méthode de Soral, parce que Soral, il faut rappeler qu'Alain Soral vient du milieu de la pub, quand même, et qu'il a aussi, il agite les foules avec l'antisystème. Et l'antisystème, la critique du système, c'est aussi quand même quelque chose qui résonne à gauche. Est-ce que son côté anticonformiste n'a pas aussi aidé et n'a pas été aussi un des vecteurs, une pente glissante vers ne pas être aussi utilisé, même quand des politiques se disent anti-système. Est-ce que cette logique de l'anti-système permanent n'est pas aussi une pente glissante, ou est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas nouveau, c'est-à-dire que, par exemple, on parle d'un groupe dans les années 1930 en France qu'on appelle les non-conformistes des années 30, qui ont cette dimension non-conformiste, qui sont souvent issus de la périphérie plutôt de l'extrême droite, l'action française à l'époque, et qui vont avoir des postures très critiques, qu'on appellerait aujourd'hui anti-système, anticonformistes, et qui vont mêler, et c'est sans doute des ancêtres du confusionnisme, qui vont mêler des valorisations du fascisme, italien ou allemand, et des valorisations de l'Union soviétique à l'époque. D'accord. Et dans leur discours, ils vont mêler les deux, comme si les deux allaient régénérer la civilisation
qui était en péril. Hein. Bon. Et donc on a cette posture que reprend des non-conformistes des années 30, que reprend Soral, hein, qui a repris longtemps aussi Éric Zemmour, hein, d'une certaine façon son vis-à-vis. Et si ça marche plus que dans les années 30. Pourquoi? Parce que dans les années 30, on a, disons, un parti socialiste, un parti communiste extrêmement puissant, des associations, des syndicats très forts, une culture de gauche qui, d'ailleurs, est plutôt marxisante, hein, que ce soit à la SFIO ou au Parti communiste, dans les syndicats. Et donc, la culture politique résiste à ça. Aujourd'hui, on est dans un cadre où on a eu un effondrement des deux pôles principaux de ce qu'on a appelé la gauche au XXe siècle, en France et d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde, hors quelques exceptions comme les États-Unis. C'est-à-dire le pôle social-démocrate, socialiste, qui s'est, à partir des années 80, converti à des formes de néolibéralisme, et le pôle communiste qui s'est effondré, notamment après la chute du mur de Berlin en 1989, à cause du stalinisme. C'est les deux pôles qui ont incarné la gauche. Avec ça, sont effondrées beaucoup des formes associatives, syndicales, qui faisaient la transmission des instruments critiques. Hein. Bon. Et donc, la critique, par exemple, marxiste, du capitalisme, etc., elle a reculé dans la transmission. Il y a eu de moins en moins de passages entre générations. Bon. Et donc, des bricolages anti-système assez pauvres intellectuellement, avec pas grand-chose, eh ben ça fonctionne beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'espace aujourd'hui pour le confusionnisme que dans les années 30. Dans les années 30, les confusionnistes ont gagné parce que l'Allemagne nazie a gagné, et que donc après ils ont alimenté notamment la pensée pétainiste, mais c'est à cause de la guerre. Et après la guerre, les pôles socialistes et communistes sont redevenus des forces importantes, hein, et le syndicalisme, etc. Bon. Tandis qu'aujourd'hui, ça rentre d'une certaine façon comme dans du beurre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces anticorps qui étaient très forts dans la société française et qui donnaient un certain sens structurel à la critique sociale. Aujourd'hui, les formes conspirationnistes de l'antisystème, quand Soral se présente antisystème, quand il système, des fois on a l'impression qu'il dit le capitalisme, mais des fois c'est simplement les journalistes ou tel média, et c'est souvent aussi l'antisémitisme, c'est-à-dire les juifs. Hein. Bon. Donc c'est un mélange assez confus, assez polysémique, système, mais ça peut répondre à un certain besoin de radicalité qui n'est plus nourri par la culture politique classique de gauche. Oui, et puis cette notion du subversif, c'est aussi des notions qui ont été utilisées par beaucoup d'hommes politiques, dont Emmanuel Macron, pour arriver au pouvoir, en fait. Donc il y a une forme de légitimité d'être subversif en permanence. Pour tout, ça veut tout et rien dire. On est toujours subversif de quelque chose. C'est-à-dire que dans la dernière période, dans le cas français notamment, la subversion, c'est la subversion du clivage gauche-droite. Oui. Et que donc Emmanuel Macron a beaucoup fait pour alimenter, disons de manière confusionniste lui aussi, cette mise en cause du clivage gauche-droite. Et il y a d'autres forces qui les mettent en cause. Et aujourd'hui, cette subversion du clivage gauche-droite bénéficie principalement à l'extrême droite. Hein. Et c'est en ce sens-là que, disons, le fil confusionniste incarné par Emmanuel Macron est un élément, disons, un des tuyaux qui a aidé, c'est pas le seul, a aidé l'extrême droite à être aujourd'hui la première force politique, le premier parti politique aujourd'hui en France. Alors ma dernière question, avant que nous nous quittions, et elle rebondit un peu sur ce que vous disiez juste avant, sur le fait que nous n'avions plus d'anticorps contre le confusionnisme. La question, c'est un peu savoir comment est-ce qu'on lutte aujourd'hui contre les idées et contre les phénomènes Alain Soral. J'imagine qu'il y a une partie de celle-ci, c'est la culture et l'éducation politique, peut-être. Oui, alors j'ai dit qu'il y a eu un effondrement de cette transmission de la critique sociale structurelle et qui laisse place, disons, à cette superficialité anti-système et conspirationniste. Donc, il y a sans doute, au niveau associatif, syndical, des organisations politiques à reconstituer quelque chose comme ça. Bon.
Il y a aussi parce que Alain Soral a eu un certain écho dans les milieux, dans les années 2000-2010, un écho, disons, dans les milieux étudiants, hein. Et donc là, il y a une responsabilité dans l'université de masse, hein, qui draine beaucoup d'étudiants, hein. Il y a une responsabilité particulière de ma profession, hein, les universitaires. Parce que là, il y a un travail à faire pour bien distinguer ce qui est de l'ordre de la critique sociale structurelle, que développent les sciences sociales notamment, et puis cette critique superficielle antisystème et conspirationniste. Donc là, il y a un élément, et c'est massif, hein, disons, au niveau étudiant. Ça a été notamment un des publics visés par Alain Soral. Et puis, il y a des polarisations manichéennes sur lesquelles il faudrait revenir. C'est-à-dire que j'ai analysé ça aussi dans la grande confusion, mais un des terrains de développement, disons, du confusionnisme, c'est la compétition entre lutte contre l'antisémitisme et lutte contre l'islamophobie, hein, et Soral a bénéficié de ça. Bon. Et donc il y a tout un travail pour refaire converger lutte contre l'islamophobie et lutte contre l'antisémitisme. Et là, il y a beaucoup de forces à gauche qui ont joué un jeu dangereux. Il y a évidemment ceux qui ont alimenté l'islamophobie. Je pense, disons, à l'époque de la présidence de François Hollande, le printemps républicain, qui était ce groupuscule de gauche qui a eu des discours ambigus, qui a associé, disons, derrière la défense de la laïcité, etc., djihadisme, et qui a eu un écho sur le milieu dirigeant socialiste à l'époque de la présidence de François Hollande, et après d'ailleurs qui a quitté largement le milieu socialiste, disons, pour conseiller Emmanuel Macron, hein, qui a emboîté le pas dans cette direction. Et puis il y a il y a eu aussi l'erreur d'associations antiracistes classiques comme la LICRA qui ont mis le doigt dans la justification de l'islamophobie. Et puis, à un autre côté, il y a eu des secteurs qui ont minoré l'antisémitisme, hein. Rappelons-nous une des phrases de Jean-Luc Mélenchon, hein, en considérant que c'était plus vraiment un problème l'antisémitisme aujourd'hui. Donc, par différents côtés, on a plutôt ouvert, disons, le fossé dans ces deux combats qui sont nécessaires parce que en même temps, on peut dire que l'islamophobie est une forme dominante, disons, dans les débats publics, et notamment à l'époque des médias Bolloré, au niveau médiatique. Et il y a eu une recrudescence des crimes antisémites en France. C'est pas l'antisémitisme en tant que ère du temps, disons, mais les crimes antisémites se sont développés. Donc il y a un enjeu tout particulier à renouer le lien dans une lutte antiraciste commune. Là aussi, c'est une façon, disons, de lutter contre les idées de type Soral, et à mon avis, de manière plus profonde que, que ce que fait Guénolé en débattant avec Soral et en risquant au contraire de lui redonner un peu plus d'audience. Donc, plus d'éducation quelque part et une convergence des luttes antiracistes, si je résume, en gros. Merci beaucoup, Philippe Corcuff. Merci pour votre analyse et pour votre temps. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet entretien d'actu. N'oubliez pas que le média n'existe que grâce à vous. Soutenez une télé indépendante en allant sur capsurdika.lemediatv.fr. À très bientôt.